Le commissaire européen Michel Barnier est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous alors qu'une lutte est engagée. Elle met aux prises les chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Qui à la tête de la Commission de Bruxelles? Ça ne va pas de soi, apparemment, malgré le résultat de l'élection au Parlement européen, au risque donc de renforcer l'image de démocratie hors sol que renvoie trop souvent l'Union européenne, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans ce livre, Michel Barnier, Se reposer ou être libre. L'Europe, la France dans l'Union, les réformes qui s'imposent à l'une et à l'autre. Nous allons en parler donc au cours de ce Preuve par Trois que vous propose Public Sénat avec l'agence France Presse, avec Perrine Tarnaud donc, et Guillaume Daudin, en partenariat toujours comme chaque semaine avec Dailymotion. D'abord, bien sûr, la bataille de la succession de José Manuel Barroso, avec ce front anti-Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois, dont votre parti, est arrivé vainqueur en tête des élections européennes. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un déni de démocratie? Mais il y a un processus qui est engagé, ce n'est jamais simple, sauf que cette fois-ci, il y a eu quelque chose de nouveau que nous avons voulu, les différents partis politiques, le Parti populaire européen qui regroupe tous les partis de centre-droit, j'en suis l'un des vice-présidents, le Parti socialiste, les libéraux, les Verts et d'autres encore, pour dire aux citoyens, vous allez également participer au choix du président de la Commission, en plus d'élire vos députés. On l'a bien répété pendant la campagne. Bien. Donc on a maintenant le résultat des élections. Donc le résultat a eu lieu, le Parti populaire est arrivé en tête, très clairement en tête. Nous avons, je crois, dans le groupe parlementaire 31 sièges de plus que le second parti, le Parti socialiste européen. Et donc clairement, c'est la chose que je peux vous dire aujourd'hui, M. Grossior. Pas seulement, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, vous allez voir. Pas beaucoup plus. Le Parti populaire européen et son animateur, que nous avons présenté comme tel, Jean-Claude Juncker, ont la légitimité pour être le pivot de la future grande majorité de projets qui doit se construire au Parlement. Et s'agissant de Jean-Claude Juncker, pour être le président de la Commission... Donc il doit être nommé. C'est le choix maintenant des chefs d'État et de gouvernement, puisque c'est leur responsabilité, il faut respecter les traités, et c'est le choix du Parlement européen. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas dire quelle sera l'issue de cette discussion, mais c'est le processus qui est engagé. D'accord, mais le processus, il est entravé aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, par le Premier ministre britannique, David Cameron, qui fait barrage, et alors, il faut le constater encore aujourd'hui, avec une Angela Merkel qui est plutôt ambiguë, puisqu'elle lui fait les yeux doux au Premier ministre britannique. Non, Madame Merkel, que je connais bien, elle est soucieuse, comme je le suis moi-même, que tout le monde reste à bord. Que le Royaume-Uni, qui est un des très grands pays de l'Union européenne, qui est tellement important pour le marché unique, qui attache d'ailleurs beaucoup d'importance au marché unique, et qui est aussi un élément clé, un acteur clé d'une future politique étrangère européenne, d'une future politique de défense européenne, reste bien dans l'Union. Vous savez bien, regardez les résultats au Royaume-Uni, qu'il y a de fortes tentations. Le parti UKIP est arrivé en tête de séparation. Et donc moi je pense que si on se séparait, ce serait un affaiblissement pour tout le monde. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut faire attention, il faut aller vers un compromis qui pourrait exclure Jean-Claude Juncker. On vous comprend, je vous écoute, Michel Barnier. Dans la balance, il y a la Grande-Bretagne qui reste dans l'Union, ou Juncker, président de la Commission. Entre les deux choix, on vous comprend, il faut retenir la Grande-Bretagne. Je vous ai dit clairement mon souhait que Jean-Claude Juncker soit choisi. Et je suis loyal depuis le premier jour avec lui. Ce jour-là, je m'en souviens précisément, puisque j'étais en compétition avec lui au sein du Parti populaire européen. Il y a eu un débat, il y a eu un vote démocratique et secret. J'ai fait 40% des voix, il a fait 60%, et depuis ce jour-là, je le soutiens. Avant l'élection, le jour de l'élection et depuis l'élection, et je ne changerai pas de ligne, qui est celle de la loyauté. Je dis simplement que Jean-Claude Juncker, président de la Commission, le Parlement européen, les autres commissaires, doivent être attentifs à une question qui n'est pas négligeable, qui est celle de l'unité du marché unique et de la présence dont nous avons besoin de la Grande-Bretagne. Du Royaume-Uni. Est-ce que votre loyauté à M. Juncker vous empêcherait demain d'être vous, pour la Commission, pour la présidence de la Commission, le candidat de compromis? Mais ce n'est pas... Je vous pose la question. Non, mais moi je vous réponds que je ne veux pas répondre à cette question. Mais pourquoi? Parce que je suis dans une... Si c'est la solution. Nous sommes dans un processus où normalement, Jean-Claude Juncker a cette légitimité, le Parti populaire européen lui-même pour être le pivot. Mais s'il y a un blocage sur sa personne, par exemple David Cameron dit c'est un homme du passé. Vous pouvez me poser 4 fois la question, vous l'avez déjà fait 3 fois, je ne voudrais pas une autre réponse. Et j'aimerais bien que plutôt que de parler des personnes, quand on parle du Royaume-Uni,
sa présence, des raisons de sa présence, de ce qu'il faudrait faire comme signaux aux citoyens britanniques et d'ailleurs français sur cette bureaucratie, Bruxelles qui s'occupe de tout. Oui. Voilà de vraies questions. Bien sûr. Les nouvelles On les politiques. pose dans un instant. Oui, oui, mais j'aimerais bien qu'on en vienne à ça. Comment faire moins de réglementation, moins de bureaucratie à Bruxelles et plus de politique. Vous avez peut-être personnellement pas très bonne presse non plus à Londres parce que vous avez pris des mesures pour une plus grande régulation financière dans l'Union, dans vos fonctions à Bruxelles. Mais je les ai pris ces mesures avec le soutien de Londres. Mais ça ne plaît pas forcément à la City quand même. J'ai fait tout cela avec la City, pas contre elle et sans elle. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs de faire une régulation financière après cette crise terrible dont on n'a pas fini de payer les conséquences, et il y a tellement de gens qui souffrent en Europe, contre les Anglais et contre la City qui est la principale place financière. Donc j'ai fait, c'était mon choix, toutes ces régulations avec la City, pas contre elle et sans elle. Au gré des circonstances, des événements qu'on évoque, sur lesquels vous ne voulez pas vous étendre, Michel Barnier, mais enfin si, au gré des circonstances, vous redevenez un candidat, vous devenez un candidat crédible pour succéder à M. Barroso. Est-ce que vous craignez que François Hollande s'oppose à vous ? Franchement, posez-lui la question, c'est à lui de répondre, c'est sa responsabilité de nommer le commissaire français. Comme c'était le cas de ses prédécesseurs, il le fera en tenant compte de l'intérêt de l'Europe et de la place de la France dans l'Europe. Franchement, je ne vais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Alors, je vous pose une toute dernière question, mais c'est celle que je vous ai posée d'emblée. Est-ce que vous craignez que, on soit face à un déni de démocratie en Europe demain, là, à la fin du mois de juin, avec la nomination, le choix du successeur de José Manuel Barroso, si ça ne correspond pas à ce qu'on a dit aux électeurs pendant toute la campagne. Et alors que même les opposants de gauche de votre parti disent c'est Juncker qui arrive en tête, c'est lui qu'il faut choisir. Oui, parce qu'il déni de démocratie, oui ou non? Je ne souhaite pas que ce soit le cas. Je souhaite franchement... Il y a un risque. Je souhaite franchement que les deux institutions qui doivent décider, le Conseil européen qui doit faire une proposition, comme le dit le traité, en tenant compte du résultat des élections, et le Parlement qui doit donner son investiture, au moins par 375 voix, se mettre d'accord pour choisir un candidat conformément au vote des citoyens. Alors, pour moi, ce candidat devrait être Jean-Claude Juncker. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne peux pas dire autre chose. Mais ce qui me paraît plus important, quand on regarde comment les Français, notamment, ont voté, ou plutôt pourquoi beaucoup d'entre eux, 60% n'ont pas voté, c'est qu'on parle des politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'Europe? Alors, vous avez de toute façon... J'aimerais bien vous intéresser à ça. Eh bien, nous sommes passionnés par cela et par vos propositions personnelles. Là où il y en a toute une série dans tous les domaines, Michel Barnier. J'ai même fait un petit bouquin avant les élections. Qui vaut 11,50 €, c'est un prix citoyen. Les droits de ce livre vont à une association qui s'occupe d'Haïti, dont mon épouse est présidente. Et donc j'ai fait ce petit bouquin pour participer au débat d'idées. Parce que ce qui intéresse les gens au-delà des hommes ou des femmes, des postes, c'est qu'est-ce qu'on fait pour tirer les leçons de la crise, qu'est-ce qu'on fait pour entendre les citoyens et répondre aux questions qui se posent. Justement, vous avez, des solutions que vous préconisez. Vous en avez assez de voir l'Union présenter comme le bouc émissaire de tous les maux de l'Europe et de la France en particulier. François Hollande a réagi en disant que l'Europe était illisible, incompréhensible pour les citoyens. Vous êtes d'accord là ? Elle est bien sûr difficile à comprendre, elle est complexe. Elle est d'autant plus complexe et illisible qu'on ne l'explique pas. Donc il faut que les acteurs politiques, le président de la République qui le fait, les ministres qui ne le font pas assez, les députés européens... Ce n'est pas qu'un problème de pédagogie. Le chef de l'État dit aussi il faut arrêter, l'Europe s'occupe de tout. Attendez, c'est deux choses différentes. Que l'Europe soit illisible parce qu'elle est complexe, c'est clair. On pourrait mettre plus de simplicité et d'unité. J'ai proposé dans mon livre qu'il y ait un jour un président de l'Union européenne qui cumulerait, il y aurait une personne au lieu de deux, les fonctions de président de la Commission et président du Conseil européen. Sur l'impératif de démocratie dans l'Union. J'ai proposé qu'il y ait une plus grande lisibilité au titre des affaires financières et économiques en ayant un ministre européen des Finances. Après la complexité, excusez-moi, je prends une minute pour l'expliquer. Elle est un peu la condition d'une Europe unie qui n'est pas uniforme. Nous ne sommes pas un État fédéral. On ne veut pas être un État fédéral. Il n'y a pas un peuple européen, il n'y a pas une nation européenne. Il y a 28 nations, 28 peuples, 28 États qui ne fusionnent pas, mais qui mutualisent une partie de leur destin, de leur souveraineté et de leur politique pour être plus forts et pour être respectés dans le monde. Ça ne peut pas être simple. Si c'est simple, c'est uniforme. Donc il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que la complexité de Bruxelles, la Commission européenne avec ses 28 personnes qui constituent une sorte de Premier ministre européen, tous ensemble, le Conseil des ministres, qui est la Chambre des États, le Parlement européen, qui est la Chambre des citoyens, c'est forcément complexe. Il y avait le temps de la campagne pour ça. C'était jusqu'au 25 mai. Cette campagne qui dure 3 petites semaines, vous ne rattrapez pas en 3 petites semaines d'une campagne qui n'a d'ailleurs pas été, qui a été très hexagonale, au lendemain des élections municipales, 30 ans de silence. Et voilà pourquoi je suis content de vous parler aujourd'hui, après l'élection, parce que c'est maintenant le temps du débat. Mais est-ce qu'il faut réduire les compétences de l'Union? Ça, c'est une mesure
mesures concrètes. Moi, j'ai proposé dans le cadre de mon débat au sein du Parti populaire européen une idée que je crois juste pour l'avenir. C'est ce qu'on appellerait en anglais European Added Value Review, c'est-à-dire une révision des compétences et des politiques en partant de leur intérêt et de leur valeur ajoutée européenne. Est-ce que telle compétence européenne dans le traité, est-ce que telle politique a encore ou n'a pas encore, pourrait avoir ou a trop ou n'a pas de valeur ajoutée, et en réviser à ce moment-là un certain nombre de compétences. Face à l'Europe passoire, Ça, c'est une réponse, excusez-moi, à la question britannique, c'est aussi une question aux Français, qui sont très nombreux à se poser des questions sur est-ce que l'Europe ne s'occupe pas trop de tout et de n'importe quoi, cette fuite en avant, pas de frontières, pas de limites. Je pense que cette révision que j'ai proposée serait un bon outil de répondre, avec un vrai débat public. Et face à l'Europe passoire, souvent dénoncée comme telle, en tous les cas, est-ce qu'il faut suspendre Schengen? Il ne faut pas suspendre Schengen, il faut appliquer et renforcer Schengen. Comment vous imaginez par rapport au flux de ces immigrés, souvent utilisés d'ailleurs par des trafiquants, par des mafias qui utilisent la pauvreté et la misère, on le voit avec ces bateaux. Comment vous imaginez de répondre chacun chez soi, chacun pour soi à ça? Laisser Malte, Chypre, la Grèce, l'Italie, l'Espagne toute seule? C'est une question européenne. Il ne faut pas suspendre Schengen, il faut appliquer et renforcer Schengen. C'est ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, quelques jours avant le scrutin. Et on a commencé, il l'avait déjà proposé il y a 4 ou 5 ans, nous avons appliqué une première réforme qu'il avait souhaité. Et moi, je souhaite qu'on applique Schengen. Alors, on peut appeler ça Schengen 2, très bien. Schengen 3, si vous voulez. Pas de suspension, en tous les cas. Non, on ne peut pas suspendre. Il faut gérer en commun nos frontières. Créer un corps de garde-frontières commun. Créer une force européenne, je le dis dans mon bouquin, une force européenne de protection civile, pour être capable, pas seulement dans le cas de ces malheureux qui sont dans des bateaux, mais dans le cas de catastrophes naturelles, d'inondations, de catastrophes nucléaires, d'une catastrophe industrielle, d'un tsunami, être capable de répondre ensemble, plutôt que chacun pour soi. Donc renforcer Schengen et pas le suspendre, c'est votre point de vue. Paris est-elle fondée à menacer Washington, on parle encore de frontières, de suspendre les négociations qui sont engagées sur le très controversé traité transatlantique? Et tout cela pour répondre à la menace d'amende record qui pourrait viser la BNP Paribas? Bon, j'ai une réponse un peu plus générale que j'avais déjà faite quand il y a eu l'affaire Snowden, avec l'espionnage américain qui ne doit pas se faire, qui ne devrait pas se faire entre alliés et entre amis. Quand on a des problèmes comme ça avec des alliés, c'est une raison de plus pour discuter, pas de se tourner le dos. Donc, je serais tenté de dire la même chose maintenant sur cette affaire de la BNP, puisque c'est à cause de cela que de telle ou telle idée a été émise. Moi, je voudrais être très prudent. Cette affaire est instruite par la justice américaine. Elle est très complexe. Compte tenu de l'ampleur de la BNP et des risques, je comprends que les autorités françaises suivent ça attentivement. D'ailleurs, les autorités européennes aussi, nous suivons très attentivement cette situation. La seule chose que je peux dire dans le respect de l'indépendance de la justice américaine, c'est que nous souhaitons que cette banque soit traitée comme tous les autres acteurs de manière équitable et objective. D'accord. Et au niveau des amendes, vous demandez quand même... Je ne connais pas le détail de cette affaire. Des pénalités? Je souhaite que cette affaire soit traitée cette banque de manière équitable et objective. Ça, vous le demandez aux États-Unis. Alors, Guillaume Dodin, de l'agence France-Presse, va nous rejoindre maintenant. On va vous interroger, Michel Barnier, sur la France, malade de l'Europe, bien sûr, avec ses piètres performances économiques, et puis la place de numéro 1 qui est occupée désormais, à l'issue de ce scrutin européen, par le Front National. D'abord, donc, le rappel de quelques données clés par Marie Brémaud. La France, rappelée à l'ordre par Bruxelles, c'était il y a 3 mois. La Commission européenne s'alertait des dérapages budgétaires. Avec des prévisions de déficit à 4% du produit intérieur brut, Paris reste bien loin de l'objectif fixé à 3,6% pour 2014. Dans le cas français, on reste sur les objectifs, mais souvent on demande une dérogation pour ce qui est des échéances. Aujourd'hui, la France est devenue sans doute un problème pour l'Europe, un problème pour elle-même d'abord. Il est vrai que la France accumule les mauvais résultats, et ce depuis plusieurs années. En matière de déficit, en matière de croissance, en matière de compétitivité, la France entre dans le peloton de queue de l'Union européenne. Comment se fait-il que c'est en France que le taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés est le plus élevé, 38%, alors que d'autres pays sont entre 15 et 20%? Comment se fait-il que ce soit en France que les prélèvements sur les salaires, les contributions sociales sont les plus élevées de tous les pays de l'Union européenne, et qu'ainsi on est disqualifié en quelque sorte la compétitivité du travail en France?
Mais la France est-elle un pays réformable? À l'heure où ses voisins du Sud, comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, mettent en œuvre des mesures drastiques et impopulaires, Paris apparaît bien souvent réfractaire au changement. C'est un pays qui est vu comme en difficulté par les autres. Et quand je dis en difficulté, c'est difficulté à s'extraire un peu du passé. Dans le fond, le problème de la France, c'est ça. C'est cette difficulté à quitter un peu la nostalgie des 30 Glorieuses et devenir un pays qui se modernise, y compris en touchant à ce qu'il a de plus fondamental, c'est-à-dire aussi en réformant le social. Mais avec le pacte de responsabilité, le gouvernement français semble emprunter le bon chemin. Bruxelles s'en félicite, mais maintient la pression sur Paris quant à son application. Voilà, Guillaume Dodin de l'AFP est avec nous. Michel Barnier, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vos questions Bonsoir, au Monsieur commissaire Barnier. européen sur la France. Le pacte de responsabilité est sur les rails, mais ce matin a été publié un appel d'une centaine de députés PS avec des contre-propositions de projets de loi de finances rectificative. Donc ils demandent moins d'argent pour les entreprises et en même temps plus d'argent pour le pouvoir d'achat des ménages, l'investissement public ou plus d'emplois aidés. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Vous leur dites de tenir bon ou d'écouter les frondeurs? Mais écoutez, franchement, ne me demandez pas, comme commissaire européen, de venir me mêler des relations entre la majorité, tel ou tel parti du groupe socialiste et le gouvernement. Ah, mais on vous interroge sur les réformes. Oui, ce n'était pas tout à fait la question. Je pense que le moment où nous sommes est un moment de vérité et où il va falloir que tout le monde fasse preuve de courage politique. Les députés socialistes, le gouvernement, qui me paraît aller dans la bonne direction, et peut-être aussi, si vous me permettez de le dire, l'opposition, parce que s'il y a des mesures en application du plan Valls qui vont dans la bonne direction, je pense que l'opposition devrait les voter. Moi, ça m'est arrivé d'être député d'opposition en France et de voter des mesures proposées par le gouvernement et réciproquement. Par exemple, le pacte de responsabilité, vous le votez, vous le voteriez? Il y a des mesures, il faut voir le contenu, s'agissant de la baisse des charges, des impôts sur les entreprises, qui sont tellement pénalisées qu'elles ne bougent plus. Il faut libérer. Écoutez, moi j'ai été élu pendant 17 ans d'un conseil général en Savoie. J'étais l'autre jour à Grenoble pour rencontrer des chefs d'entreprise dans le domaine de l'innovation. Il y a une énergie contenue, il y a une formidable capacité d'initiative dans ce pays, d'innovation, d'investissement, mais qui est contenue, qui est bloquée. Il faut libérer. Et c'est pour cela que je pense, tout à l'heure on parlait du budget, que si on libère, en appliquant les mesures de M. Valls, sans doute en allant plus loin d'ailleurs, on libère cette capacité-là, on va retrouver de la croissance. Si je comprends bien ce que vous dites, François Hollande a évolué depuis le début de son quinquennat, et il va plutôt dans le bon sens. C'est ça que vous dites? Je dis simplement qu'il a lui-même toujours dit qu'il respecterait les fameux critères de déficit, qui sont d'ailleurs pas fait pour faire plaisir à Bruxelles, franchement. Bien sûr, il y a je dirais, un règlement de copropriété de la zone euro, qu'on n'a pas d'ailleurs suffisamment respecté dans le passé. C'est pour ça qu'on a été dans cette crise, en plus de la crise financière. Il faut respecter ce règlement de copropriété vis-à-vis des autres. Mais ce n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est vis-à-vis des jeunes Français. Qu'est-ce que ça veut dire de continuer à tirer des chèques en blanc, en bois sur les générations futures? Les impôts, les emprunts d'aujourd'hui, les dettes, certains disent au groupe socialiste, faisant encore plus de dettes. On ne fait pas de la croissance avec des dettes. Les dettes d'aujourd'hui, ce sont des impôts pour nos enfants. Ça suffit. Vous savez combien on paye de charges de la dette? Le service de la dette coûte 46 milliards chaque année au budget de la France, plus que le budget de l'éducation nationale. C'est pas normal. Mais certains reprochent un peu à la Commission européenne que finalement il n'y aurait qu'une seule voie, ça serait la réduction des dépenses publiques pour être poli, l'austérité pour... C'est pas la même chose. On peut parler d'austérité dans certains pays, et sans doute a-t-elle été trop brutale, et j'ai plaidé moi-même pour qu'on différencie les niveaux des efforts dans le temps et pour certains pays. Nous faisons ça maintenant. C'est un mea culpa par rapport à ce qui a été décidé pour l'Europe du Sud. Probablement, dans certains pays, le niveau des efforts a été trop brutal. Mais nous avons compris cela et maintenant on différencie. D'ailleurs, ces pays font de très gros efforts et tous sont en train de sortir de la plus grande difficulté, y compris la Grèce, le Portugal, l'Espagne sont maintenant sur la bonne voie. La France, c'est pas l'austérité. Non, franchement, c'est de la bonne gestion vis-à-vis des générations futures. La France est pleine de rhumatisme, elle est trop conservatrice, elle est trop centralisée. Il faut libérer ce pays et regardez pourquoi ça marche mieux chez les autres qui sont également dans la zone euro. Pourquoi ça marche mieux en Allemagne? Je ne dis pas qu'il faut tout copier, mais en Allemagne vous avez des entreprises, un entrepreneuriat régional qui est soutenu.
par les banques est familiale. Vous avez une culture de la stabilité budgétaire. On fait des dépenses, on fait des emprunts, mais pour l'avenir, pas pour payer le fonctionnement. On a le dialogue social. Notre pays, franchement, est incapable, n'a pas... C'est le modèle allemand qui est peut-être la bonne voie à Je suivre. pense qu'il y a, y compris dans le domaine de la formation, de l'alternance, de bonnes idées à prendre chez les autres, y compris dans les pays nordiques. Et vous avez commencé une sorte de mea culpa. Et souvent, dans cette troïka, donc Union européenne, Banque centrale, Commission européenne, Banque centrale et Fonds monétaire international, on a dit que la Commission européenne était un peu les ayatollahs de l'austérité. C'était ceux qui étaient le plus engagés dans la voie de l'austérité. Je ne crois pas qu'il y ait eu des gens plus durs que d'autres. Il y a eu des décisions prises à trois. Et probablement dans l'urgence, le dos au mur, au début de cette crise qui était absolument inouïe, parce que je rappelle que la crise financière qui est venue des États-Unis, du comportement irresponsable de certains banquiers, de certaines banques qui se sont tout permis, plutôt à qui on avait tout permis à force de déréguler, est venue impacter une Europe qui était faible. Jacques Delors d'ailleurs a dit lui-même, on ne peut pas avoir l'union monétaire et la désunion économique. Et puis en plus de la désunion économique et de la crise financière, on avait des pays qui étaient noyés sous les dettes, comme la Grèce et d'autres. Donc on a probablement, dans l'urgence, pour trouver le bon chemin pour en sortir, peut-être eu des problèmes d'ajustement du niveau de l'effort. Mais maintenant, nous sommes sur la bonne voie. Vous rappelez la nécessité des efforts budgétaires, mais certains économistes disent que lorsqu'on baisse par exemple de 1% la dépense publique, eh bien, il y a une baisse de croissance de 1% équivalente. Alors il y a aussi des risques. Ça dépend où vous faites peser la baisse. Ça dépend où. Il y a, naturellement, bien sûr, il y a de bonnes et de mauvaises dettes. Il y a un endettement qui peut être, comme l'avait fait à l'époque François Fillon sur les dépenses d'avenir, la recherche, l'investissement, et le gouvernement actuel fait aussi de bons investissements. Il y a des investissements qui préparent l'avenir. Mais faire payer le fonctionnement de la France d'aujourd'hui, par des impôts sur nos enfants, je trouve que c'est pas juste. Donc dette, impôts, mais certains partis en France ont mis en cause la question de l'euro. Ils ont dit, en France, à cause de l'euro, sur lequel on n'a pas vraiment de pouvoir de décision, on est obligé de faire de la dévaluation salariale pour être compétitif. J'imagine que vous pensez que c'est pas forcément le problème. Et pourquoi ça se passe pas comme ça chez les autres dans la zone euro? Pourquoi l'Allemagne n'a pas le même problème? C'est bien la preuve que c'est pas l'euro. L'euro, probablement, est un peu fort. Et d'ailleurs, vous avez vu le président de la Banque centrale européenne, M. Draghi, et son équipe prendre des mesures très fortes pour répondre à ce risque qui n'est pas encore là, mais qui peut se produire de déflation. Et moi, je fais confiance à la Banque centrale européenne, qui joue son rôle et qui le joue bien. Mais regardez dans la zone euro, regardez d'où vient notre déficit commercial. Il est dans la zone euro, où nous avons la même monnaie. C'est bien que ce n'est pas le problème, la monnaie. Le problème, c'est notre manque de compétitivité. Et alors, c'est parti, vous répondrez peut-être justement. Le problème, justement, c'est pas l'euro pour tous, mais en tout cas l'euro pour la France. Et au niveau de la France, peut-être qu'il faudrait en sortir. Non, il ne faut pas en sortir. Il faut pas se cacher sous la table et faire la politique de l'autruche, parce qu'on aura des problèmes encore plus graves à régler et on sera tout seul pour les régler. Il faut faire fonctionner l'euro, faire confiance à la Banque centrale pour qu'il ait le bon niveau, se préserver des dévaluations entre nous. Vous imaginez qu'on revienne aux dévaluations dans la même zone européenne comme celle... Moi, j'étais président de la Savoie pendant 17 ans. J'ai vu les conséquences des dévaluations de la lire italienne juste de l'autre côté de la montagne. D'un seul coup, des centaines d'emplois étaient détruits par la dévaluation. Donc, on a enfin de la stabilité. Il faut gérer l'euro avec une économie coordonnée. On est en train de le faire. Et puis, il faut réformer la France. Il faut diminuer les charges. Il faut diminuer les impôts. Il faut faire de la stabilité fiscale et administrative. C'est ça dont les entreprises ont besoin. Vous appelez donc au courage politique les dirigeants, l'opposition, et puis les Français également. Vous êtes de passage avec nous aujourd'hui à Paris, entre Bruxelles et les États-Unis. Et vous êtes de passage à Paris alors qu'il y a une mobilisation des chauffeurs de taxi, des cheminots, des intermittents du spectacle qui défendent leur statut. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je dis que le gouvernement, je ne vais pas me prononcer sur telle ou telle réforme dont je n'ai pas la responsabilité. Je vois bien qu'il est difficile de réformer la France, mais il faut que le gouvernement ait de la ténacité et du courage. Et c'est le moment. Et ça explique aussi peut-être une faiblesse de la France, c'est cette absence de dialogue social, de dialogue politique, l'absence de débat. Regardez la campagne européenne dont nous parlions tout à l'heure, qui a été tellement hexagonale et tellement courte. On sait si mal et si peu parler de l'Europe. Le dialogue social, dans l'entreprise, dans les branches, dans le pays, voilà une des clés du succès allemand aussi. Hein. On a parlé donc de ces difficultés de la France. Finalement, parfois on entend la France est donc l'homme malade de l'Union européenne. Et puis il y a eu le résultat du dernier scrutin et le FN a été placé en tête en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce score? C'est quelque chose d'inquiétant? Je ne pense pas que la France soit l'homme malade. Elle a des faiblesses.
elle a des faiblesses, je viens de les dire, elles sont sérieuses, elles sont graves. Il faut redresser ce pays et le faire par le dialogue social et avec tous les partenaires. Mais je pense que c'est possible. On n'est pas le mieux portant en tous les cas. Hein. On a une faiblesse. Et c'est la faiblesse de la France et la faiblesse de l'Europe. C'est pour ça que, vous savez, il y a une leçon de cette crise, c'est que le problème de l'un devient très vite le problème de tout le monde. Donc il faut corriger. Et ce n'est pas les autres qui vont venir faire le travail pour nous. C'est nous qui devons le faire. Donc, on a vu le score du Front National aux élections. Moi, je n'ai pas été Qu'est-ce que vous en surpris pensez parce que quand on parle si peu et si mal de l'Europe pendant 20 ou 30 ans, quand il y a tant de difficultés, tant de peur, qu'on exacerbe la peur des autres, l'immigration qui est mal contrôlée, quand il y a parfois des déceptions à l'égard du personnel politique, quand il y a tellement de chômage et de gens qui souffrent, on l'a vu dans les banlieues et parfois dans les milieux ruraux, vous avez toujours des gens pour utiliser ça, pour exploiter ça, pour proposer... Justement, il y a eu cette dernière sortie de Jean-Marie Le Pen ce week-end. Il a parlé de la fournée au sujet de l'artiste Patrick Bruel. Est-ce que vous pensez qu'il a sa place au Parlement européen? Il y a eu des appels, par exemple, M. Gégaud. Il a été élu. Et naturellement, ce n'est pas très neuf de la part de M. Le Pen que ces dérapages, si je puis dire, racistes ou antisémites, que je trouve absolument insupportables. S'il ne respecte pas la loi, il faut que la loi, il soit condamné au titre de la loi. Mais je trouve qu'il y a dans ce pays tellement de tensions, tellement de violence, que le rôle des hommes politiques, quel qu'il soit, c'est de ne pas en rajouter. Mais hein. il ne doit pas être déchu de S'il ne son respecte mandat. pas la loi qui lutte, qui condamne l'antisémitisme et la xénophobie, il doit être condamné, mais c'est à des parties prenantes de se retourner contre lui. Hein. Et donc en France, il y a une certaine vague souverainiste, on va dire, ou en tout cas un appel Il à a plus... déjà été condamné, d'ailleurs, comme vous le savez. Tout à fait. Il y a un appel à plus de souverainisme, et par exemple, dans un dossier très précis, le dossier Alstom, Arnaud Montebourg a pris un décret pour élargir les secteurs réservés de l'économie française, préservés, pardon, de l'économie française. Est-ce que vous pensez qu'il a pris la bonne décision du point de vue de la Commission? Moi, je ne peux pas reprocher au gouvernement de vouloir contrôler et savoir qui achète quoi en France. D'ailleurs, les Allemands, les Anglais ont des dispositifs comparables. Il y a déjà un dispositif. Les Américains aussi. Les Américains aussi. Il y a déjà un dispositif qui existe en France, qui est le décret de M. Loos, qui est élargi par le gouvernement actuel. Nous sommes en train de regarder s'il est conforme au traité. Après, la question de la politique industrielle, c'est pas le dos au mur en urgence lorsqu'il a une entreprise comme Alstom est en difficulté qu'il faut se demander si elle doit être associée à General Electric ou à Siemens. Moi, je plaide pour qu'on ait une véritable politique industrielle. Et dans mon livre... il y a tout un chapitre sur l'industrie. Il y a tout un chapitre. Pourquoi? Parce que la question, c'est de la liberté des Européens. Comment on reste libre? Comment on reste souverain? Comment on reste indépendant dans le monde d'aujourd'hui face aux Chinois? L'option allemande, Siemens, ne s'impose pas forcément, quoi. Pour Alstom. Il faut prendre la meilleure solution industrielle. Même si elle est américaine. Mais encore une fois, il faut que les ministres de l'industrie de plusieurs pays, notamment français et allemands, les industriels eux-mêmes se mettent autour de la table et voient quels sont les secteurs stratégiques, les technologies clés qu'il faut préserver. Et ce n'est pas le protectionnisme qui nous permettra de le faire. La bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme. La bonne protection, c'est l'investissement, c'est la recherche, est-ce c'est que l'État l'innovation. français n'aurait pas pu justement investir dans Alstom pour essayer de le sortir de ce mauvais pas? Peut-être qu'il y avait à imaginer, en s'y prenant un peu plus tôt, une autre solution plus européenne, avec des partenaires. Mais ça se réfléchit, pas le dos au mur, dans l'urgence. Vous savez, puisqu'on parle de la liberté des Européens, j'ai un tableau que je montre souvent à ceux qui m'interrogent, qui est un tableau, d'ailleurs, publié par M. Cameron. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors on va le montrer, oui. Il montre tous les 10 ans, à partir de maintenant, les 10 pays les plus importants du monde. Il y a 4 pays européens en jaune parmi les 10 puissances du monde aujourd'hui. Seulement 4 sur 28 pays. Et tous les 10 ans, il y en a un qui est éjecté du tableau. Mais quand est-ce qu'on disparaît du tableau? Et on disparaît en 2050, dans la dernière colonne, dans le G8, il n'y a plus un seul pays européen. La Suisse et la Corée, par exemple, n'y sont pas. Et pourtant, c'est des économies performantes. Elles n'y sont pas encore, mais vous avez la Chine, l'Inde, les États-Unis. Nous, si on veut rester dans le tableau, si on veut rester à la table de ceux qui décident plutôt que de subir et de regarder, il faut être ensemble. C'est pour ça que la liberté industrielle, la liberté numérique, la liberté en termes d'énergie, la dépendance énergétique, la défense sont des sujets où nous jouons notre souveraineté, où il faut être ensemble. Merci Guillaume. Une petite question là. David Cameron a annoncé que l'Union allait s'attaquer aux abus de la liberté de mouvement
dans l'Europe. Il dit ça contre ceux qui perçoivent indûment, c'est son mot, les allocations des systèmes de protection selon les pays. Vous êtes d'accord avec cette démarche? Je pense que les lois européennes qui encadrent cette liberté... Les abus de liberté, oui, de déplacement. il y a des lois européennes, notamment la loi sur le détachement des travailleurs. La liberté de circulation sont encadrées par des textes. Oui. Il faut que ces textes soient respectés. Oui, parce qu'il y et a si c'est ça ils sont contournés, ces textes. C'est ça que M. Cameron veut dire. Oui, il a raison. Il a raison. Par exemple, prenons la question du détachement des travailleurs. Vous avez une loi qui est utile, qui permet d'ailleurs à des centaines de milliers de Français d'aller travailler dans d'autres pays européens. Il faut que cette loi soit respectée. Que elle ne soit pas synonyme de dumping social. Et que les entreprises qui la détournent soient condamnées. Il n'y a pas de complaisance à avoir avec les gens. Allez, Perrine Ternot arrive maintenant. On va évoquer vos ambitions européennes, nationales aussi, et régionales peut-être aussi. Vous allez nous dire ça dans un instant. Mais pour François Hollande, en tous les cas, votre succession à Bruxelles pourrait être un casse-tête, sauf à penser qu'il s'amuse à encourager plusieurs ambitions rivales. Samia Dechir. Son mandat n'est pas encore achevé, mais déjà la bataille pour sa succession est engagée. Après 5 ans au poste de commissaire européen pour la France, Michel Barnier quittera son poste en novembre. D'ici quelques semaines, François Hollande proposera donc au Conseil européen le candidat de son choix. Parmi les socialistes, plusieurs personnalités ont déjà annoncé être intéressées par le poste, mais on cite surtout 2 noms. La députée Elisabeth Guigou, forte de son expérience européenne, face à Pierre Moscovici, qui semble très confiant. Pour ne pas vous cacher un secret, c'est quelque chose dont nous parlions déjà avec François Hollande depuis plusieurs mois, avant même ce remaniement. Moi, je vois ça non pas comme un lot de consolation, mais comme un projet, comme quelque chose qui est pour moi une façon de poursuivre une action publique. Moins médiatique, la députée européenne Pervenche Berès est elle aussi dans la course. Enfin, il se murmure que Jean-Marc Ayrault, redevenu député après son passage à Matignon, se verrait bien lui aussi à Bruxelles. Je pense que c'est une candidature un peu fantaisiste. Même si effectivement il parle allemand, il n'a pas du tout un passé d'Européen. Malgré tout, les commissaires qu'on a envoyés à Bruxelles, en tout cas Michel Barnier, il avait un vrai passé d'Européen. Il avait manifesté son intérêt. Pierre Moscovici a manifesté son intérêt. Alors à Bruxelles, on n'attend pas forcément Pierre Moscovici parce qu'il a un peu une réputation de dilettante. On se dit que le jeudi soir, il a envie de rentrer chez lui et de pas forcément s'investir énormément, contrairement par exemple à une Pervenche Berès. Mais pour l'instant, personne ne se risque à avancer le nom d'un réel favori. François Hollande a la réputation de décider seul et au dernier moment. Son choix est d'autant plus compliqué que la France est aujourd'hui affaiblie face à Bruxelles. Nous sommes à la veille de subir des condamnations, voire au-delà des remontrances, des pénalités de la part de la Commission européenne pour non-respect de nos engagements financiers. Les 4 noms que vous venez de me citer, ils sont directement liés justement à l'état aujourd'hui de déficit économique, je dirais, crucial de notre pays. Autre inconnu, le portefeuille qui reviendra à la France. Pierre Moscovici viserait un poste économique, tandis qu'Elisabeth Guigou se verrait bien en chef de la diplomatie européenne. Ah écoutez, votre place fait rêver beaucoup de monde, Michel Barnier. Bonsoir Perrine Ternot. Bonsoir Michel. Vos questions au toujours commissaire européen. Quelques mots encore. Franchement, oui. je trouve ce débat un peu surréaliste, mais nous sommes en fonction... C'est bien qu'il y ait quand même des ambitions qui se manifestent pour la Commission européenne. Le jeu des ambitions. J'ai rarement vu dans le passé que les gens faisaient campagne comme ça pour devenir commissaire européen, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en fonction jusqu'au mois d'octobre. Et ce temps doit être utile, c'est un temps de travail. Moi, j'ai plein de textes que le Parlement qui vient d'être renouvelé va à nouveau examiner dès le mois de juillet sur la régulation financière, sur le contrôle des benchmarks. Alors, vous ne demandez pas de partir plus tôt non plus. Non, mais je vais faire mon travail jusqu'au bout. Et ça n'empêche pas les ambitions de se manifester. Mais alors, donc franchement... C'est bien de manifester son intérêt pour la Commission européenne. Je suis très touché et je suis encouragé à parler encore plus d'Europe. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à moi qu'il faut demander de faire des commentaires sur... Non, bien sûr. Mais vous pouvez peut-être nous dire quel est le portrait robot idéal du futur commissaire européen. Vous mettez des français. conditions dans votre livre pour les postes de commissaire, avoir une expérience européenne. Oui, il faut avoir une conviction. Avoir eu un mandat. Il faut être une conviction, une compétence, il faut être respecté par les autres et puis il faut être aussi patriote et européen parce que le commissaire européen, il prête serment, je le dis à ceux qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas. La première chose qu'on fait, on prête serment, ce qui est inhabituel pour un homme politique français, devant la Cour de justice en séance plénière, solennelle, d'être indépendant des intérêts privés, ce qui est la moindre des choses, et des intérêts nationaux. Donc je ne suis pas le représentant de la France.
je participe avec mes collègues à la construction d'intérêt général européen. Mais j'ai aussi un devoir, que j'assume par exemple en répondant à vos questions, d'explication dans mon pays, dans ma langue. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça. On attend d'un commissaire européen qu'il soit patriote et européen. Oui, donc vous n'allez pas nous citer de nom, celui qui serait le mieux placé parmi tous ceux qu'on vient de citer. Non, c'est le choix du président de la République, le moment venu, et je recommande qu'on respecte ce choix et qu'on respecte sa décision. Mais est-ce que vous craignez par exemple que cette nomination dépende d'un choix politique trop national, peut-être ? Il y a toujours un aspect politique, mais moi je fais confiance au président de la République, comme j'ai pu faire confiance à Nicolas Sarkozy quand il m'a proposé, ou à Jacques Chirac, puisque j'ai déjà été commissaire européen, en accord d'ailleurs entre Jacques Chirac et Lionel Jospin à l'époque. Nous étions 2 commissaires français, Pascal Lamy et moi, pour faire un choix qui soit conforme à la vision française de l'Europe. C'est ça dont il s'agit, à l'intérêt de l'Europe. Donc vous l'avez dit, vous êtes commissaire européen encore jusqu'à l'automne prochain. Et après, est-ce que vous avez envie de renouer avec la politique nationale ? Et après, si je ne suis pas président de la Commission, si je ne suis pas utile à Bruxelles, je reviendrai dans mon pays. Qui reste passionnément le mien. Que vous n'avez vraiment jamais quitté. Et je reviendrai sans doute sur le terrain, parce que moi j'ai besoin de la confiance des gens, j'ai besoin de vérifier le soutien populaire. Voilà ce que je peux dire. Alors bien sûr, il y a la région Rhône-Alpes, qui est ma région, là où j'ai mes racines. Et qui va s'agrandir, cette région. Oui, j'ai besoin de temps, de toute façon, au terme de mon mandat, pour aller à la rencontre des gens, pour les écouter, pour reprendre contact. Donc je vais prendre ce temps. Avant de vous présenter, donc. Et j'annoncerai les choses quand j'aurai pris ce temps de la consultation, de la concertation avec les gens. Mais vous le dites quand même que, effectivement, cette échéance régionale... Dès l'instant où, permettez-moi de le dire, je garde, comme quand j'avais 22 ans, le jour de ma première élection au suffrage universel, comme conseiller général de Bourg-Saint-Maurice, en Haute-Tarentaine, je garde exactement la même capacité d'enthousiasme et la capacité d'indignation qui devrait être celle de tout homme politique. Tant que j'ai ça, je veux rester dans le débat politique. J'ai peut-être quelque chose à apporter, y compris par rapport à ce que j'ai appris ou compris des enjeux européens et mondiaux. Et donc je vais participer à ce débat et je viendrai chercher la confiance des gens. Voilà. Très bien. Ah ben voilà, vous l'annoncez. Vous irez chercher la confiance. Ça s'appelle solliciter le suffrage des électeurs. Oui, la confiance. La confiance. La confiance des électeurs. Rapprocher la région Rhône-Alpes et l'Auvergne, ça vous semble une bonne idée ? J'ai besoin de comprendre quelle est la logique de tout ça. Je connais bien l'Auvergne. J'ai beaucoup travaillé avec les gens de l'Auvergne, notamment au moment de la révision de la politique agricole commune, pour que cette politique soit plus juste à l'égard des éleveurs et qu'elle soit mieux comprise par tout le monde. C'est une grande région. J'ai besoin de comprendre la logique et quelque part dans cette réforme que je trouve utile dans son objectif de réduire le nombre des régions, de réduire les frais de fonctionnement. Ça va dans le sens de l'île d'Europe, c'est ce que réclame l'Europe aussi. Oui. D'ailleurs, on peut la critiquer là-dessus en disant qu'elle favorise l'affaiblissement des nations avec ces grandes régions. Quelque part, la réforme qui a été présentée par le président du gouvernement consistait à prendre les choses dans l'autre sens, à fusionner progressivement les conseils généraux avec les régions sans changer la taille des régions. J'ai besoin de comprendre où va se trouver le lieu de solidarité territoriale, parce que les régions rurales et même parfois les régions urbaines, elles ont besoin d'un endroit de solidarité qui était celui du Conseil général. Si on doit supprimer un jour le Conseil général dans de très grandes régions, j'ai peur qu'il manque quelque chose au milieu pour cette solidarité. Donc voilà, mais je vais essayer de comprendre où est la logique de ce rapprochement et comment de telles grandes régions peuvent être aussi utiles à la solidarité des territoires. Michel Barnier, vous avez été très critique contre la campagne européenne de l'UMP. Depuis, il y a eu l'affaire Big Malion, il y a eu la démission... Pas de l'UMP, de tous les partis, dont l'UMP. Oui, mais dont l'UMP quand même, de votre famille. Il y a eu dans ma propre famille des opinions diverses émises au moment de la campagne, des critiques. Il n'y avait pas de ligne claire, quoi. Oui. Bon, Jean-François Copé avait exprimé une ligne, elle était celle d'Alain Lamassoure, de tous les candidats dans les territoires, mais quelque part, il y a eu pas mal de perturbations et de divisions. Et je pense que c'est le moment, dans la difficulté où se trouve l'UMP, de privilégier, après la sérénité qui doit revenir, de privilégier le débat d'idées par rapport au débat de personnes. Mais alors qui, justement, pour incarner ce débat d'idées, qui pour rassurer, apaiser au sein de l'UMP? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui va pouvoir sauver le parti, puisqu'on dit que l'UMP est très menacé? C'est lui qui vous dira ce à quoi il est prêt. Oui. J'ai été son ministre, je le connais bien, je pense depuis longtemps que son énergie et son expérience sont utiles à la France et devront être utiles. Et plus jamais indispensable à l'UMP? Maintenant, le moment n'est pas venu de cela. Le moment est venu, après cette crise très grave, qui s'ajoute à la division dans le débat entre Jean-François Copé et François Fillon, et on n'était pas encore sorti de cette crise-là, on était encore convalescent, je fais confiance aux premiers ministres personnellement qui ont
pris le choix. Donc au trio. Oui, à Jean-François, à Jean-Pierre Raffarin, à François Fillon et Alain Juppé, que je connais bien. J'ai été leur ministre à tous les trois. Je les respecte beaucoup. Et s'ils se mettent ensemble, c'est que la situation est sérieuse. Et moi, je leur fais confiance pour ramener les conditions du débat, d'idées, et les conditions de la confiance qui passent par de la transparence. Mais visiblement, Nicolas Sarkozy a quand même très envie d'entrer là dans le jeu de l'UMP. Est-ce qu'il reste quand même le meilleur profil pour votre famille politique? En tout cas, celui qui pourrait rassembler notamment les militants qui sont très déboussolés. Je ne sais pas ce qu'il décidera. Je vous ai dit personnellement que je reste proche de lui et que son expérience et son énergie, je le pense depuis le mois de mai 2012, reste utile à la France. Mais je pense que l'UMP a besoin maintenant de se reconstruire, de reconstruire les bases de la confiance, et que ça passe d'abord par le débat presque idéologique. Quelle ligne politique, quel projet d'alternance, quelle est la place, on parlait de l'Europe, la France veut jouer en Europe, quel projet européen pour la France? Voilà, ça me paraît plus important que le débat de personne. Et vous ne craignez pas du coup la multiplication des candidatures et du coup la dispersion sur la ligne politique si on a beaucoup de profils qui se présentent il peut y avoir pour la présidence de l'UMP? Il peut y avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de diversité. Il y a beaucoup d'ambition, les Quadras, les Quinquas. Plus que ça, franchement, il peut y avoir beaucoup de diversité, beaucoup d'ambition. Ça n'empêche pas les gens, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des ambitions et de la diversité, que ces gens se mettent autour d'une table. Et moi, je voudrais être autour de cette table pour parler du projet politique. C'est ça qu'attendent les gens. Quelle ligne politique, quel projet, quel changement? Voilà, vous demandez à tous les ambitieux de la mettre en veilleuse. Voilà. Je préférerais qu'on privilégie le débat d'idées sur le débat de personnes. Une question juste sur le député européen Jérôme Lavrieux, puisqu'il a reconnu avoir tripatouillé les comptes de l'UMP. Est-ce qu'il doit démissionner de son mandat? Il a été élu à Strasbourg, en effet. Il est élu, il n'est pas condamné pour l'instant. Donc vous n'allez pas nous faire la même réponse que pour Jean-Marie Le Pen. Non, je ne vais pas me mettre à la place de la justice. Faites attention à la présomption d'innocence. Les gens sont face à leur conscience, voilà ce que je peux dire. Un petit mot pour finir sur les mémoires d'Hillary Clinton qui sortent cette semaine. Elle livre quelques anecdotes sur les grands de ce monde. Alors elle fait des portraits. Elle dit la plupart des dirigeants étrangers sont plutôt calmes en privé. En tout cas, ils sont plus calmes en privé qu'en public, sauf Nicolas Sarkozy. Il est encore plus théâtral et divertissant. Vous le reconnaissez, Nicolas Sarkozy, dans ce portrait qu'en dresse Hillary Clinton? Je n'ai pas lu le bouquin d'Hillary Clinton. Je vais peut-être l'acheter puisque je vais à Washington cette semaine passer 3 jours de travail. Et ça me fera plaisir de lire ce livre parce que c'est une femme qui compte et qui peut compter dans l'avenir. Et qui a envie de compter, en tout cas, et je verrai d'ailleurs un de ses prédécesseurs, Madeleine Albright, que je connais bien, pour parler de la politique américaine qui m'a toujours passionné. Ce sont des mémoires américaines. Je ne sais pas quel portrait elle trace de Nicolas Sarkozy, mais si c'est pour dire qu'il a de l'énergie à revendre, qu'il est spontané, qu'il dit ce qu'il pense, oui, c'est... Et qu'il adore les potins. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les potins. Il bavarde trop, quoi. Elle décrit aussi Angela Merkel, comme portant le poids de l'Europe sur ses épaules. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? C'est aussi ce qu'on peut lui reprocher, Angela Merkel. Moi, je connais bien Angela Merkel. Nous avons d'ailleurs été ministre de l'Environnement au même moment en Allemagne et en France il y a quelques années, en 94-95. Et Angela Merkel, elle n'a pas envie d'être seule. Elle n'a pas envie d'être seule, même si elle a la puissance de sa capacité, de sa personnalité politique qui est très forte, et la puissance de l'Allemagne, dont elle est la chancelière. Mais elle n'a pas envie que l'Allemagne soit seule, elle n'a pas envie d'être seule. Elle attend qu'il y ait un jeu collectif. C'est toujours été le cas entre, par exemple, le président français et le chancelier allemand. Même si je pense que ce dialogue franco-allemand, il est de plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisant. Donc ça dépend de nous. Ça dépend de nous que l'Allemagne soit solitaire ou qu'elle soit solidaire. Ça dépend de nous. Et donc il faut être capable de faire les réformes par nous-mêmes. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle n'a pas envie d'être seule. Elle n'a pas envie d'être seule. Merci beaucoup. Merci Michel Barnier. À bientôt. On vous retrouvera sans doute donc sur le Théâtre National en Savoie. Vous l'avez laissé entendre. Merci. Oui, en tout cas, dans quelques temps. Merci. Bonsoir à tous. À très vite.